Alors, pendant tout l'Ancien Régime, dont nous parlerons dans un premier temps, les francs-maçons français, soucieux de ne pas entraver le développement de l'ordre, ne se sont pas lassés d'affirmer au XVIIIe siècle leur fidélité au roi et leur attachement à la religion. Ça, ce sont les premiers âges que l'on va détailler ensuite. Après que les événements révolutionnaires aient contribué à mettre en sommeil nombre de loges, nous savons que sous le consulat et surtout sous l'Empire, la franc-maçonnerie va devenir une institution officieuse, je n'ai pas dit officielle, mais officieuse, en tout cas une institution protégée, servant fidèlement Napoléon tout au long de son règne à travers l'Europe. Le nombre de loges, par exemple, je prends juste un témoin, le nombre de loges passa de 300 en 1804 à plus de 1200 en 1814, juste avant la chute de l'Empire. En 1815, la franc-maçonnerie, par étapes, se rallia aux Bourbons, comme elle se rallia plus tard au régime du Second Empire, comme elle se rallia aussi à la Troisième République. Mais avec la Troisième République et ses débuts douloureux, dont nous parlerons également ce matin, avec l'épisode notamment de la Commune de Paris, le libéralisme anticlérical se refléta de plus en plus dans l'évolution de la maçonnerie française, dans l'évolution du Grand Orient de France en particulier. Mais à tout moment, comme je le disais, la propagande antimaçonnique s'est efforcée d'altérer en permanence l'image de la franc-maçonnerie et de la faire condamner par l'opinion publique. Alors, nous traiterons trois questions avec les intervenants. D'abord, je vais vous les présenter dans un premier temps. Georges Lamoine, qui est professeur émérite d'anglais à l'université de Toulouse, qui a été professeur émérite d'anglais à l'université de Toulouse de Mirail, après avoir enseigné au lycée de Borda à Dax. Ses doctorats, travaux et publications ont porté sur l'Angleterre au XVIIIe siècle, littérature et civilisation, histoire des idées, édition ou traduction de textes littéraires, d'archives bien évidemment, et aussi il est intervenu sur les principaux textes maçonniques de langue anglaise du XVIIIe siècle, destinés bien sûr à un public francophone. André Combe, à mes côtés, que j'ai beaucoup de plaisir à revoir à chaque fois, est très connu à l'intérieur du Grand Orient de France, en particulier agrégé d'histoire, ancien conseiller de l'ordre du Grand Orient de France, directeur de l'Institut d'études et de recherche maçonnique, ce que nous appelons d'une manière condensée l'IDERM, rédacteur en chef des chroniques d'histoire maçonnique. Alors, André, tu m'excuseras, si je devais citer tous les livres que tu as écrits, on en aurait pour un moment, j'en citerai 3 ou 4 très simplement. Histoire de la franc-maçonnerie sous l'occupation, sorti en 2001, un peu avant cet ouvrage de référence qu'est l'histoire de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, 3 siècles de franc-maçonnerie française, histoire de la franc-maçonnerie à Lyon des origines à nos jours, j'en oublie certainement. Hein. Bon, simplement, il y a un ouvrage qui doit sortir, je crois, en janvier, hein, très prochainement, la franc-maçonnerie sous la Commune de Paris, et c'est le sujet dont va nous entretenir André ce matin. Enfin, à mes côtés, Colette Loubatière, que j'ai aussi beaucoup de plaisir à recevoir. Hein. Colette Loubatière, professeure d'histoire à la retraite, a publié plusieurs articles alors qu'elle était membre de la commission d'histoire au sein de ce que nous avons l'habitude d'appeler le DH. Je vais rappeler que c'est l'ordre maçonnique mixte international du droit humain. Je tout dis. Hein. Bon, elle a collaboré à la rédaction de l'ouvrage Regard sur Maria de Rheims, La liberté de penser aux éditions conformes. Elle est également auteure du Que sais-je, consacré justement, je ne vais pas tout répéter, au DH. Hein. Il m'en excusera. Au cours de ses diverses recherches sur l'histoire de la franc-maçonnerie, Colette Loubatière s'est intéressée et a travaillé beaucoup sur l'antimaçonnisme. C'est la question qu'elle traitera ce matin. Alors, pour nous parler de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, je vais tout de suite passer la parole à Georges Lemoine, que je remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Georges, tu as la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous m'entendez bien? D'accord. Donc, je vais essayer de vous présenter un condensé, très condensé, de l'histoire de la maçonnerie anglaise, puis française.
Les origines viennent incontestablement des îles britanniques. Mais pour des questions de temps accordé à chaque exposé, nous laisserons de côté, si vous voulez bien, l'histoire de la maçonnerie en Écosse. Donc, que savons-nous des origines anglaises? Le point de départ, c'est le point de départ au Moyen-Âge, c'est 2 manuscrits en vers. L'un on l'appelle le Regius, l'autre le Cook. Ils datent tous deux de la fin du XIVe siècle et ils donnent une histoire légendaire du métier de maçon, remontant à l'Antiquité, ce qui insiste sur la valeur symbolique de quelque chose qui existe de temps immémorial. Ces manuscrits se ressemblent un petit peu pour le contenu. Ils donnent un code, un véritable code de métier, savoir comment se comporter sur le chantier avec les autres ouvriers, etc. Mais ils comportent aussi un code de vie sociale en ville, à l'église, avec les dames. Enfin, il y a toutes sortes de choses sur la façon de vivre. À l'époque, celle qu'on appelle l'époque des bâtisseurs, la loge est à la fois la cabane de chantier, celle où le constructeur dessine les plans, et puis ça devient aussi, comme en France le mot église, est à la fois le bâtiment qui accueille les fidèles et les fidèles eux-mêmes lorsqu'ils sont groupés. Les premiers manuscrits traitant des cérémonies dites maçonniques datent de la fin du XVIe et surtout du début du XVIIe, mais ils ne donnent rien de précis. En quoi consistait une cérémonie? Autant qu'on puisse le concevoir à partir de ce qu'on sait, c'était surtout recevoir un apprenti qui prêtait serment, comme à l'époque on prêtait serment dans tout groupement dès qu'il existait, et une leçon basée sur un véritable catéchisme à réciter, un catéchisme du métier. Donc, on passe de la fin du XVIIe siècle, où l'on sait qu'il existe des maçons, puisqu'il n'y a pas de génération spontanée, il a bien fallu qu'il y ait des maçons à la fin du XVIIe pour qu'il y en ait aussi au début du XVIIIe. Alors, pas de génération spontanée. La maçonnerie est décrite par certains auteurs comme une mode parmi les gentlemen, c'est-à-dire les bourgeois aisés et les catégories supérieures. Et à cette époque en maçonnerie, il y a 2 grades seulement. L'apprenti, qui reste apprenti en général 7 ans, 8 ans parfois, et lorsqu'il a achevé son cycle, il devient compagnon. Que se passe-t-il de neuf au XVIIIe? En 1717, ce que l'on sait par ouï-dire et a posteriori, c'est que des maçons de 4 groupements ou loges se réunissent un 24 juin 1717, jour de la Saint-Jean, pour fonder ce qui s'appelle désormais la Grande Loge de Londres et Westminster, ce qui veut dire qu'elle ne s'étend pas encore dans tout le royaume. On le sait d'après le récit écrit, publié en 1723 par un nommé Anderson, de ce qu'il appelle les constitutions. Alors les constitutions, c'est la collation d'un certain nombre de vieux textes et d'ajouts pour essayer de faire coller des souvenirs du passé, du symbolisme et une vision nouvelle de ce début du XVIIIe. C'est ce qu'on appelle la maçonnerie moderne ou encore spéculative, opposée à celle des ouvriers manuels, les opératifs. Il faut noter l'importance du rôle joué par les émigrés huguenots à Londres, en particulier dans le domaine
de la franc-maçonnerie. Ceci dans un climat politique et religieux tendu, puisque depuis 1689, l'Angleterre est divisée en deux parties, ceux qui tiennent pour le retour de la dynastie des Stuarts, qui a lamentablement fichu le camp se cacher auprès du cousin Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. Et puis les partisans de la nouvelle dynastie, les Hanovre, qui ont une vision politique différente et qui refusent la monarchie de droit divin catholique et obligatoire. Les maçons de ces 4 premières loges étaient probablement plutôt membres d'une société d'entraide mutuelle que comme une véritable, organisation spirituelle comme on peut le penser aujourd'hui. Il faut ne pas oublier qu'à l'époque, la pensée anglaise est dominée par l'œuvre de Newton, qui est le grand homme, le grand savant, dont l'œuvre montre à la fois les merveilles de la nature, mais qui montre aussi que le grand architecte régit le monde selon un certain nombre de lois. Autour de Newton, quelques hommes, comme le pasteur Jean-Théophile Desaguliers, qui est le disciple de Newton et à qui on doit une partie de la rédaction des Constitutions, lequel reprend l'histoire légendaire en faisant remonter la maçonnerie à Adam. Lorsqu'il fut chassé du paradis, il fallait bien qu'il s'abritât quelque part, donc il a commencé à construire. Et il passe ensuite à ce que l'on savait de l'Égypte antique, des mystères d'Isis et de tout ce qu'il avait pu, de tout ce qu'on pouvait récolter à l'époque comme histoire ancienne. Mais cette nouvelle maçonnerie prend pour symbole la construction du temple de Salomon, voire le premier livre des rois dans l'Ancien Testament. Chez ces maçons, un souci évident, la tolérance politique et religieuse. Accorder les diverses familles de protestants, accepter les catholiques bon gré mal gré, et surtout ne pas parler de politique en loge ni de religion. Cette maçonnerie se répand très rapidement, surtout après que les grands aristocrates les plus riches soient devenus les grands maîtres. Ces loges vont se répandre autour de Londres et bientôt en province à partir de 1730. Pourquoi ce développement? L'attrait de la nouveauté, l'attrait de la notion de fraternité, le rôle important joué par l'élite intellectuelle, les membres de la Société royale, l'Académie de médecine, l'Académie des antiquaires, c'est-à-dire des archéologues de l'époque. Tout ceci confirme la nature spéculative de cette nouvelle maçonnerie qui reprend simplement des symboles empruntés aux bâtisseurs, ainsi surtout qu'à leurs outils de métier. Il existe aussi des loges dans les garnisons. Et comme les garnisons se déplacent, les régiments se déplacent de garnison en garnison tous les 18 mois, 2 ans, etc., chaque fois qu'ils s'implantent dans une nouvelle ville, ils en profitent pour recevoir des civils dans leur loge, ce qui fait que ça contribue à se répandre tant du côté civil que du côté militaire. Cette influence sera particulièrement sensible dans les colonies françaises de l'Acadie tant qu'elles restent françaises, et surtout les colonies anglaises qui deviendront les États-Unis, mais aussi l'immense empire des Indes. Le problème de ces origines, longtemps disputé. Aujourd'hui, je crois qu'il est impossible de parler
de filiation directe entre les bâtisseurs et les spéculatifs. Je crois qu'il faut admettre que le petit groupe de 1717 part sur une base légendaire, destinée à fournir une authenticité historique en récupérant des symboles. À partir de 1730, cette maçonnerie anglaise va prendre une figure un peu plus complexe avec la création d'un troisième grade. En 1751, se crée la Grande Loge dite des Anciens, composée de maçons en général d'origine sociale inférieure et habitués plutôt au rite irlandais que britannique. Ces loges en particulier joueront un rôle très important dans l'indépendance des futurs États-Unis. Rappelez-vous que Washington était maçon et que tant d'autres ont signé la déclaration d'indépendance de 1776. Alors ces deux grandes loges, les modernes et les anciens, cohabitent tantôt bien, tantôt moins bien, mais dans la dernière décennie du XVIIIe, elles se rapprochent pour former finalement en 1813 la Grande Loge unie d'Angleterre, celle qui existe toujours. En ce qui concerne la franc-maçonnerie française, il est plus que vraisemblable qu'elle fût importée par des jacobites exilés, c'est-à-dire les partisans des Stuarts, mais pas nécessairement immédiatement dans la suite de Jacques en 1689. Les premiers maçons en France étaient anglophones, ce qui ne les empêchait pas de parler français puisque c'était alors la langue universelle. Vers 1725, on note 2 loges à Paris. Je vous fais grâce des noms, des lieux, etc. Puis, on entend parler des maçons à plusieurs titres. D'abord, la publication en 1735 d'un texte qui s'appelle « Devoir enjoint aux maçons libres ». L'année suivante, 1736, c'est le ultra-célèbre discours du chevalier Ramsay sur la réception des francs-maçons qui expose une conception chrétienne universelle de la maçonnerie par ce disciple de Fénelon, apparemment destiné à recruter des aristocrates, mais dont le gouvernement de Louis XV refuse la publication officielle. Ça n'empêche pas le discours de circuler sous forme de copie. J'en ai moi-même trouvé déjà 7 exemplaires, dont 2 à Toulouse. La police, de temps en temps, fait des descentes chez les maçons connus, mais ça se borne à dire, écoutez, soyez gentils, ne recommencez pas. D'autant que les plus grands seigneurs de la cour se pressent pour être maçons. Or, comme le roi sait tout ce qui se passe, on comprend bien que si le roi ne dit rien, c'est qu'il consent. Qui ne dit mot est d'accord. D'ailleurs, on se demande, mais on n'a pas la preuve, on se demande si Louis XV en personne ne fut pas initié. Il est certain que son premier valet de chambre fut membre d'une loge. Ensuite, la bulle papale de 1738, Inémanti, qui excommunie les maçons. Pourquoi ? D'abord parce que la maçonnerie est d'origine protestante. 5 minutes. Alors, je vais essayer de résumer. Vers 1740, il se développe un nouveau grade qui s'appelle le maître écossais. Et cette formule va prendre beaucoup d'ampleur et j'essaye vraiment de synthétiser, va donner naissance à un grand développement qui deviendra, à partir des années 1810, le rite écossais ancien et accepté,
qui est aujourd'hui le rite le plus pratiqué au monde. Sur le plan de l'organisation, quelques titres. En 1763 sont publiés les statuts et règlements de la Grande Loge de France. En 1768, les carnets du comte de Clermont. Vers 1788, le recueil des 3 premiers grades de la maçonnerie. La stricte observance templière d'influence allemande à partir de 1782. Et cette fin de siècle souhaite uniformiser les rituels pour le rite français avec le régulateur du maçon de 1803. Je passe sur le développement de la période 1796, 1810, 1820. La maçonnerie britannique, il faut quand même en parler, exclut catégoriquement les femmes de ses rangs. Il existe cependant en France une maçonnerie d'adoption accolant une loge de femmes à côté d'une loge co-dirigée par hommes et femmes. Cette tradition a disparu dans la tourmente de la Révolution, mais la maçonnerie féminine a perduré et elle continue aujourd'hui. Après cette bourrasque de 1789, la plupart des loges ont cessé leur activité. Des études précises montrent que nombre de maçons partageaient les idéaux des révolutionnaires. On sait également que Bonaparte a su récupérer l'institution. Et si la maçonnerie suscite toujours la curiosité et aide à faire vendre des couvertures de magazines à peu près tous les 15 jours, elle est aujourd'hui la seule société initiatique au monde. Et il est très facile de se renseigner quand on veut bien chercher. Entre les livres disponibles, vous en avez quelques-uns. Et Internet, c'est d'accès facile. Quant au fameux secret allégué, il n'y en a pas. On confond secret et incommunicabilité de chaque individu. C'est une comparaison que vous me permettrez de faire. Exactement comme je crois qu'aucune femme ne peut communiquer ce qu'elle ressent quand elle met un enfant au monde. Pour conclure, il y a eu quelques mois à la télévision, un commentateur définissait la maçonnerie du début du XVIIIe comme l'œuvre, je cite, d'un petit groupe d'hommes en quête d'un monde meilleur. Ceci me semble toujours valable aujourd'hui, transformer le monde en améliorant l'homme. Je vous remercie de votre attention. Merci Georges. Et merci d'avoir respecté. Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Hein. On accorde un quart d'heure, 20 minutes à chaque intervenant. Donc, je remercie Georges en particulier d'avoir condensé la fin de son intervention. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de ce salon du livre, 14 obédiences maçonniques sont représentées. 14. Hein, vous verrez d'ailleurs les tables qui leur sont réservées. Mais dans l'histoire du XVIIIe siècle, il y a une date, moi je suis franc-maçon du Grand Orient de France, et il y a une date qui nous concerne particulièrement, les francs-maçons du Grand Orient de France, c'est 1773, puisque cette année, nous allons fêter, dans quelques jours d'ailleurs, Recadet, nous allons fêter le 240e anniversaire de la naissance du Grand Orient de France, puisque celui-ci se constitue dans ses premières structures en 1773. Alors, nous allons faire maintenant un bond assez important sur le plan historique, puisque nous allons passer à la deuxième moitié du 19e siècle, où, comme je le disais tout à l'heure, le Second Empire, la maçonnerie
va se rallier au Second Empire, et même il va y avoir un grand maître du Grand Orient de France qui sera nommé directement par Napoléon III. Vous savez que l'année 70 sera, 1870 en temps, sera un tournant, puisque si la guerre commence, il y a deux phases dans la guerre de 1870, la phase impériale d'une part, et puis la phase républicaine ensuite, puisque le 2 septembre 1870, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier à Sedan, et 2 jours après, le 4 septembre, c'est pour ça que partout dans nos villes, il y a des rues du 4 septembre. Voilà, le 4 septembre, la République est proclamée au balcon de l'hôtel de ville. La guerre va continuer, mais de l'hôtel de ville de Paris, s'entend bien sûr. La guerre va continuer, elle va s'achever par le traité de Francfort de février 1871, par lequel effectivement la France perd un certain nombre de territoires. On dit en général l'Alsace et la Lorraine. Il s'agit plus précisément du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Et puis c'est pas le seul événement tragique, puisque au mois de mai, et on va, oui, 18 mars. Le 18 mars, va se déclencher le grand événement que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, mais sur lequel va nous éclairer André Comte, qui est à mes côtés, c'est la Commune de Paris. André, je te passe la parole. Oui, effectivement, nous sommes en présence avec ce bond historique de deux maçonneries totalement différentes. Pourquoi la Commune de Paris a-t-elle été restée énormément dans la mémoire maçonnique ? Tout simplement, c'est parce qu'il y aura le 29 avril 1871 la plus grande manifestation extérieure de francs-maçons donc parisiens avec des compagnons, de toute l'histoire de la franc-maçonnerie, et d'autre part parce que le rôle joué par les maçons au moment de ces événements dramatiques de mars à fin mai 1871 est resté un sujet de controverse jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que l'on pourrait dire donc à ce propos ? Par exemple, le Grand Orient n'a célébré la Commune dans ses discours qu'à partir de 1895, quand Louis-Adrien Lucipia, un ancien communard déporté en Nouvelle-Calédonie, a été élu grand maître de l'obédience. Et il y a un défilé depuis 1970, depuis donc le centenaire de la Commune. Tous les ans, les maçons du Grand Orient et d'autres obédiences, évidemment, se rendent au cimetière du Père-Lachaise. Donc, il y a eu le souvenir de la Commune de Paris a été revivifié par une fraction tout au moins de la maçonnerie à partir de 1970. Qu'est-ce que l'on pourrait dire donc ? Il faut d'abord présenter la maçonnerie telle qu'elle est en 1870 pour comprendre cette participation. La maçonnerie a beaucoup changé dans les années 1865-1870. Il y a deux obédiences. Il y a le Grand Orient qui est majoritaire avec environ 18 000 membres. Et il y a une seconde obédience qui s'appelle à l'époque le Suprême Conseil de France, qui pratique le rite écossais, dont la fille aujourd'hui est la Grande Loge de France, qui s'est créée donc en 1894-95. Il y a donc, eux, ils sont au nombre de 6 000. 18 000, 6 000. Sur Paris, du côté Grand Orient, il y a 4 400 membres, et du côté du rite écossais, je dirais rite écossais pour simplifier, 2 200. Vous voyez, pour étudier la situation, j'allais dire, numérique de la maçonnerie. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? De moins en moins. De moins en moins parce qu'il y a dans les deux obédiences, à la fin du Second Empire, un fort courant de contestation. Contestation contre le régime impérial, rendu possible par la libéralisation de ce régime. Avant, les loges étaient obligées de faire très attention à ce qui pouvait se dire à l'intérieur, sur les parvis ou pendant les banquets, parce qu'il y avait des menaces d'intervention des commissaires de police ou du maire et au-delà du ministère de l'Intérieur. Donc il y a ce vent de libéralisation, la parole est libre, devient libre, et les loges tendent à devenir des clubs, pratiquant évidemment des initiations, mais la finalité, c'est de travailler sur la société du moment. Les problèmes métaphysiques sont laissés de côté, d'où la contestation du grand architecte de l'univers, alors considéré comme le dieu des religions révélées. Il y a contestation de ce côté-là et contestation de l'organisation des obédiences, notamment au rite écossais, où il y a un suprême conseil qui domine l'ensemble des loges qu'on appelle les loges symboliques. Il y a donc ces deux mouvements de contestation.
Ces mouvements de contestation, à cela s'ajoute l'anticléricalisme qui progresse avec l'attitude de l'Église qui condamne la maçonnerie et qui, à partir du moment où les États du pape sont menacés par les garibaldiens et par les nationalistes italiens en général. Donc il y a une montée de l'anticléricalisme et il y a une montée de l'esprit républicain dans les loges, si bien qu'en 1070, on peut considérer que la maçonnerie française est au moins à 80% républicaine. Disons qu'il y a encore un certain nombre de bonapartistes, notamment en province. Voilà. Donc c'est une maçonnerie engagée politiquement, d'une part, dans le camp républicain, très largement. Les grands maîtres sont d'ailleurs des républicains. Babot-Larivière pour le Grand Orient et Adolphe Crémieux pour le rite écossais. Alors, les événements vont précipiter les choses. C'est la chute de l'Empire, c'est le 4 septembre 70, un gouvernement provisoire majoritairement composé de maçons, 7 maçons sur 12 membres. Et à l'intérieur, avec le siège de Paris et la continuation de la guerre, il va y avoir une césure entre les maçons parisiens, essentiellement, parce que des grandes villes, surtout Paris, Marseille, etc. Mais ça laisse de côté la maçonnerie des villes de province qui, elles, restent modérées ou radicales. À Paris, il y a ceux qui trouvent que le gouvernement provisoire de la République n'est pas efficace dans la lutte contre les Prussiens, qui veulent des mesures plus énergiques. Et là, on va donc trouver toute l'aile gauche ou l'aile extrême gauche de la maçonnerie française, très présente à Paris, aussi bien du côté du Grand Orient avec une loge comme les Amis de la Tolérance qui avaient voté l'exécution de Napoléon III, et de l'autre côté du rite écossais, où il y a notamment une loge qui s'appelle l'Écossaise 133, qui va s'appeler la Justice, une pépinière d'hommes de valeur, ou à l'extrême gauche comme Jules Vallès ou Eudes, les blanquistes, et également des radicaux comme Buisson et Charles Floquet. Donc, il y a les éléments dans la maçonnerie française d'une division qui va exister sous la Commune. La seule action de la maçonnerie pendant le siège de Paris, ça a été de voter la condamnation morale du roi de Prusse et de son fils, qui sont tous les deux maçons, et en espérant qu'ils seraient un jour jugés par la maçonnerie et donc exclus de la maçonnerie pour crime de guerre. Voilà. Arrive le 18 mars 1871. La révolution est inattendue. Bon, je ne vais pas passer sur les détails sur la vie politique, parce que ce serait trop long. Comment réagissent les maçons? Ils n'ont pas réagi au départ, parce qu'ils sont divisés. Une fraction est tout de suite du côté de la Commune, et le reste est hésitant. Il n'y a pas de maçons versaillais, tellement, sur Paris. Pourquoi? Parce que les élections législatives, ou plutôt les élections de février 71, ont donné une très grosse majorité aux monarchistes et aux bonapartistes, et que Thiers, qui dirige le gouvernement, a dû en tenir compte. Il n'y a plus qu'un seul maçon au gouvernement, c'est Jules Simon. Tout le reste sont des maçons, des hommes politiques de droite ou de centre-droit. La maçonnerie est à gauche, il faut clairement dire les choses à ce moment-là. Et donc... cette situation fait que du côté de l'Assemblée nationale qui se réunit à Versailles, il y a une infinité de maçons, très peu nombreux, à l'extrême gauche, qui sont ou favorables à la Commune, ceux-là ont démissionné immédiatement, il y en a eu, ou bien simplement favorables à une négociation entre les Versaillais et les insurgés, donc qui vont devenir les communards, s'appuyant sur l'attitude des maires de Paris. Et c'est le courant largement dominant à l'intérieur de la maçonnerie. Il faut préciser également que cette maçonnerie est une maçonnerie très populaire. On connaît à peu près les professions des maçons sur Paris. Il y a un quart d'ouvriers et d'artisans. On n'a que le métier, donc on ne sait pas s'ils sont ouvriers ou artisans, mais on passe facilement de l'un à l'autre. Il y a 11% de marchands de vin. Et c'est là que se forme l'opinion publique, au bistrot. Il y a, sinon, c'est tout le reste, c'est des bouchers, des petits commerçants, des négociants, des boutiquiers, très peu de grands bourgeois. Donc c'est une maçonnerie qui va vibrer en fonction des vibrations populaires. Ça, c'est très important pour comprendre qu'il y aura tant de maçons du côté de la Commune. Si on ne fait pas une étude sociale, sociologique de la maçonnerie de ce temps-là, on ne peut pas comprendre pourquoi.
Et donc, division au départ, mais la grande majorité des maçons espèrent la négociation. Alors, sur le plan maçonnique, il y a une différence qui s'esquisse entre ceux qui disent la maçonnerie est une force de paix, une force d'amour entre les hommes, elle doit donc contribuer à arrêter la guerre civile, et elle doit, en quelque sorte, peser de tout son poids pour qu'une négociation s'ouvre entre les deux parties. Et l'autre courant dit la maçonnerie doit être à l'avant-garde de la classe ouvrière. On parle déjà, même certains, de prolétariat, l'émancipation du prolétariat. Et être avant-garde de la République, être à l'avant-garde de la République, c'est être dans le camp de la commune. Voilà, la césure, elle est là. Mais très majoritairement, au départ, les maçons sont pour la négociation. Alors, il se crée une association dirigée par un maçon, j'en ai créé d'ailleurs pas mal, mais la plus importante, Charles Floquet, qui sera futur président du Conseil, l'Union républicaine pour les droits de Paris, qui essaye de négocier entre les deux camps sur la base des franchises municipales, c'est-à-dire des libertés municipales pour Paris, et d'autre part sur l'amnistie sur les événements, puisqu'il y a déjà eu des morts, notamment il y aura un des élus de la commune qui s'appelle Gustave Flourens. Du côté des élections qui ont lieu le 18 mars à Paris, après le 18 mars, la semaine suivante à Paris, eh bien, un quart des élus parisiens qui vont siéger à la commune, à peu près un petit peu moins d'un quart, sont maçons. C'est pour vous dire que la présence maçonnique est également très forte du côté des révolutionnaires. Alors donc, une loge qui s'appelle les Disciples du Progrès va tenter de faire une démarche de conciliation qui serait une démarche maçonnique. Donc, et elle va convoquer les frères des loges, dans la mesure où c'est pas facile de les convoquer pendant le siège de Paris, et elle va voter un manifeste qui est suffisamment neutre pour être signé par les conseillers de l'ordre. Et le 11 avril 1871, donc, il va y avoir une première délégation envoyée par la maçonnerie auprès du ministre Jules Simon, puisque c'est le seul ministre maçon du gouvernement, pour obtenir des possibilités de négociation. Et le ministre les reçoit poliment, leur dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour que les franchises municipales soient respectées. Et recevant également l'Union républicaine, il est beaucoup plus dur. Il dit de toute façon, on jugera ceux qui sont des criminels, puisqu'il y a eu l'exécution de 2 généraux, le général Clément Thomas et le général Lecomte. Autrement dit, c'est mal parti. C'est mal parti. Alors, retour des négociateurs et une semaine d'hésitation. Qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, l'Union républicaine va tenter une deuxième expérience de négociation et la maçonnerie, accompagnée de 2 représentants des chambres syndicales patronales, va également faire sa propre tentative. Il y aura donc à ce moment-là, à nouveau, 2 délégations qui vont partir. La délégation de l'Union républicaine, qui est majoritairement composée de maçons, d'ailleurs, qui va rencontrer un ministre, Barthélemy Saint-Pierre, et également 2 généraux, pour obtenir en premier temps une trêve, dans l'espoir qu'on passera d'une trêve à une véritable négociation. Et de l'autre côté, il y a la délégation maçonnique, qui, elle, va voir directement le chef de l'État, c'est-à-dire Thiers, et qui va discuter avec elle. Cette délégation maçonnique est composée majoritairement de maçons qui sont des négociateurs. Alors, sur les 11 membres, il n'y a que 2 éléments, 2 frères qui sont favorables à la commune. On revient ensuite, il va y avoir une assemblée générale qui va se tenir au Châtelet, et on voit à quel point les maçons maintenant se sentent concernés en tant que maçons par les événements, puisqu'il y a 2000 personnes. Je vous rappelle que l'ensemble de la maçonnerie parisienne, c'est 6000 maçons à peu près, 6600. 2000 maçons qui se réunissent et qui, évidemment, vous imaginez 2000 maçons ensemble, ça a été difficile de trouver une synthèse, puisqu'il y a 2 camps opposés. Et simplement, il est décidé de se revoir le 26 avril. Alors là, et c'est là qu'il va y avoir l'élément décisif. L'élément décisif, c'est que les maçons qui ont organisé ça, la loge des disciples du progrès, a fait la salle. Elle a fait la salle, c'est-à-dire qu'elle a mis comme l'orateur, c'est Charles Floquet.
qui lui est pour la négociation et qui n'ont pas pour l'engagement de la maçonnerie dans la Commune de Paris, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a le fait que les compagnons du devoir, qui étaient venus en masse également soutenir l'action des maçons, ne peuvent pas rentrer dans la salle. Il faut connaître les mots de passe maçonniques pour rentrer. En se disant comme ça va bien se passer. Puis ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, pourquoi ? Parce que Thiers, le compte-rendu de l'entrevue avec Thiers a été vraiment très désastreuse pour les partisans de la négociation, puisque Thiers a dit de toute façon, il n'y aura que quelques maisons de détruites, quelques personnes de tuées, mais force restera la loi. C'est ce qu'il a dit à la seconde délégation maçonnique. Alors dans ces conditions-là, évidemment, ce sont les partisans de la Commune qui se sentent renforcés. Et ce qui va sortir, les deux discours importants, un d'un certain Thierry Fock, qui est un maçon du rite écossais, un maçon d'ailleurs plutôt conservateur, mais socialiste en même temps, et qui, conservateur sur le plan religieux et socialiste sur le plan politique, disons. Et Thierry Fock va, dans son intervention, inviter les maçons à se rendre au rempart pour obliger les Versaillais à négocier, et que si une balle simplement troue les bannières maçonniques, les maçons feront faire leur devoir, c'est-à-dire se rallier à la Commune. Deuxième intervention, celle de Millière, un ancien député également socialiste et déiste. Millière prend également du rite écossais d'ailleurs. L'histoire de dire que le rite français et le rite écossais, il y a des différences, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Sur le plan, j'allais dire, de l'activité, ils ont été exactement pareils. Qui dit il faut maintenant prendre les armes dans nos arrondissements et nous défendre. Alors, la séance a été levée dans un brouhaha épouvantable et un groupe de plusieurs milliers de maçons s'est formé à la sortie, c'était au Châtelet, et s'est rendu voir la Commune à l'Hôtel de Ville. Et la Commune les a reçus, et il a été décidé donc le 29 avril qu'il y aurait une grande manifestation maçonnique pour aller de Louvre à l'Hôtel de Ville et l'Hôtel de Ville au rempart avec les bannières pour obliger les Versaillais à négocier. Cette manifestation du 29 avril, donc c'est l'événement, l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la franc-maçonnerie, parce que selon les... Combien de temps encore 5 minutes, ouais. Selon les journalistes, selon la presse, il y aurait eu entre 5 000 et 10 000 personnes qui auraient manifesté. Ce qui fut le nombre de maçons par excessif, 10 000. Mais il y avait aussi les compagnons du Tour de France qui étaient là, et il y avait également un certain nombre de maçons qui n'étaient plus en activité, qui ont dû ressortir leur cordon de leur placard pour appuyer ce mouvement. Ce qui explique pourquoi il y a un chiffre aussi important de participants. Ce qui explique également qu'il y a eu un chiffre aussi important de participants, c'est que il n'y a pas de mot d'ordre. Certains y vont pour la négociation, et d'autres y vont pour l'engagement du côté des insurgés. Tout le monde est ensemble dans la manifestation, mais il y a deux états d'esprit à l'intérieur même de cette manifestation. Du 29 avril, du dimanche 29 avril, qui a été un succès éclatant et raconté dans toute la presse de Paris et dans toute la presse donc de province. La veille au soir, le 28 au soir, il y a eu une petite réunion de dignitaires et de cadres de la maçonnerie des deux obédiences, rite français et rite écossais, notamment personnages, il y aura Charles Floquet, il y aura également Victor Considérant, qui était un des grands noms du mouvement socialiste, un disciple de Fourier, pour dire surtout, il ne faut pas que les obédiences maçonniques se mouillent dans cette histoire, parce que ça va retomber dessus. Et donc, il y a eu un affichage dans Paris disant que ceux qui avaient décidé de manifester le 29 avril n'étaient pas, en quelque sorte, délégués par le Grand Orient pour le faire. Voilà comment donc les choses sont passées. 29 avril passe. Finalement, je passe sur les détails. 3 maçons se détachent du groupe pour aller aux lignes versaillaises. Ils rencontrent le général Montaudoin, qui était un ancien maçon, qui avait été maçon sous la monarchie de Juillet, et qui leur fait un signe maçonnique d'ailleurs. D'ailleurs, l'un des 3 membres de la délégation avait sûrement été dans sa loge en Afrique du Nord. Et deux d'entre eux, Thierry Fock et un certain Fabreguette, celui dont je viens de citer le nom, sont allés voir Thiers. Thiers les a reçus entre 2 portes.
il venait de recevoir des délégations de négociateurs venant de province, des radicaux essentiellement, notamment de Lyon et d'autres villes de France, en leur disant, bon, ben maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Et ils sont revenus à pied à Paris. Les maçons qui étaient sur les remparts, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, le feu a été arrêté quand les Versaillais ont arrêté le feu quand il y a eu l'arrivée de ces maçons sur les remparts. Les feux va reprendre le lendemain et des maçons, alors des maçons, on dit qu'ils étaient au nombre de 4000, ce qui me paraît énorme quand même, se sont réunis et ont décidé premièrement de former maçons et compagnons du devoir une seule organisation, une fédération. C'est le seul moment de l'histoire où les maçons et les compagnons seront fédérés ensemble. Donc il y avait sûrement beaucoup de double appartenance dans ces cas-là. Deuxièmement, ils ont décidé que les maçons iraient se battre avec leurs insignes, c'est le mot insigne qu'on dit, donc avec leurs décors, on dirait aujourd'hui, dans les rangs de la commune, pour bien marquer que leur engagement politique dans la commune était un engagement maçonnique, si on veut. Et ils ont décidé de retirer les bannières, ce qui ne sera pas fait d'ailleurs, des remparts pour les ramener dans les obédiences. Après, il y a la répression. Évidemment, ceux qui sont découverts avec leurs insignes le 29 avril ont été victimes souvent de dénonciations de la part de leurs voisins, puisqu'il y avait tout un courant versaillais dans Paris. Et puis, on ne sait pas le nombre de victimes maçonniques qu'il y a pu y avoir contre cette répression. Il y aura simplement 3 condamnations à mort par les tribunaux versaillais immédiatement. Il y en aura davantage, mais enfin 3, disons, immédiates. Une seule exécution, c'est Herpin-Lacroix, parce qu'il n'avait pas pu empêcher l'exécution des 2 généraux. Et à Marseille, ce sera Gaston Crémieux, qui sera fusillé au terme d'un procès inique. Alors, à partir de là, genre dans la dernière phase de l'exposé, c'est le combat mené par les maçons, cette fois-ci quel que soit le courant, dans tout ce qui concerne l'aide aux familles de réfugiés politiques ou aux déportés politiques. Alors ça a commencé par la loge de Brest, une loge qui était plutôt pro-versaillaise, qui a aidé les maçons qui étaient sur les pontons et qui étaient dans une situation dramatique. Certains d'ailleurs n'étaient même pas communards, ils avaient été arrêtés à la sortie de leur maison parce qu'ils allaient acheter une baguette de pain. Vous voyez. Et ensuite, il va y avoir donc cette action. Alors cette action, elle va être menée d'une façon assez curieuse, parce que le grand maître du Grand Orient a condamné la commune. Donc, pour des raisons politiques, il n'était pas question que la maçonnerie s'engage dans une campagne pour l'amnistie des communards ou qu'elle s'engage simplement pour l'aide aux familles. Alors l'aide aux familles, c'est passé. L'amnistie, c'était pas possible. Si bien que au convent de l'Assemblée générale du Grand Orient en 1871, simplement, ce qui a été décidé, c'est qu'il n'y aura pas de condamnation morale des maçons communards, mais il n'y aurait pas de prise de position non plus en faveur de l'amnistie. Donc pendant 6 ans, jusqu'en 1977, les prises de position maçonniques en faveur de l'amnistie, menées par des maçons radicaux, ont été individuelles avant de pouvoir devenir, avec la victoire aux élections républicaines de 1977, que la maçonnerie puisse prendre en main ce dossier-là. D'autre part, il y a eu la maçonnerie des exilés, qui ont pu passer donc ou en Suisse, ou en Angleterre, ou aux États-Unis, et la maçonnerie des exilés français en Angleterre, qui avait été en partie à l'origine de la première internationale, donc avant 1870, eh bien, va se retrouver et il va y avoir malheureusement entre eux des problèmes politiques. C'est toujours pareil quand un parti est vaincu et il y a des querelles internes. Il y aura plusieurs loges de réfugiés, il y aura la loge de la Révolution, avec Gabriel Ranvier, qui était l'un des grands noms, un blanquiste, qui était l'un des grands noms de la partie révolutionnaire. Il y aura la fédération, etc. Il y aura la loge Les Philadelphes. Donc il y aura plusieurs loges. Aux États-Unis, c'est l'initiation dans une loge de réfugiés communards d'Eugène Potier, l'auteur de l'Internationale. Donc Potier n'était pas maçon au moment des événements, comme Louis Michel, qui sera initié bien plus tard. Et beaucoup d'anciens communards entreront dans les loges sous la Troisième République, surtout quand la maçonnerie se politisera dans les années 1890-1914. Et c'est à ce moment-là donc que le souvenir de la commune sera particulièrement célébré par les maçons, je vous ai dit, à partir de 1895.
Merci André. André, si tu me permets d'ajouter quelque chose, puisque tu as parlé de la maçonnerie des exilés, il y en a eu aussi en Algérie. Hein, j'ai pas mal travaillé sur l'histoire de la franc-maçonnerie en Algérie. Et il faut savoir que des communards ont été déportés assez massivement aussi vers l'Algérie et qu'il y avait parmi eux des francs-maçons qui ont revivifié même certaines loges et qui ont créé d'ailleurs des loges, mais ce n'est pas tout à fait le sujet. Alors, nous allons passer au troisième temps de ces interventions. Je voudrais simplement avant rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous voulez approfondir tout ce qu'a dit André dans son intervention, il sort donc chez Dervy un ouvrage en janvier qui s'intitulera « La franc-maçonnerie sous la Commune de Paris ». Donc, vous pouvez avoir rendez-vous à nouveau avec André au travers de cet ouvrage. Nous allons, je le disais aussi au début dans mon intervention, vous avez bien compris que ce matin, nous ne faisons qu'effleurer l'histoire de la franc-maçonnerie au travers de grandes questions. Et tout au long de cette histoire de la franc-maçonnerie, comme je le disais tout à l'heure, la propagande antimaçonnique s'est efforcée d'altérer son image. Et ce, dès, Georges d'ailleurs l'a cité tout à l'heure dans son intervention, dès 1738, avec la publication de la bulle papale In Eminenti Apostolatus Specula, hein, le titre exact. Et puis cela va continuer en 1822, par exemple, la franc-maçonnerie est interdite en Russie. Alors, nous allons effectivement rentrer de plein pied dans cette histoire de l'antimaçonnisme avec Colette Loubatière, qui est à mes côtés, qui est membre de la commission d'histoire au sein de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Colette, tu as la parole. Pour les présents qui seraient intéressés de lire le texte de ces bulles, il suffit de chercher sur Internet, on les trouve en traduction. Merci. Bien. Colette. Merci. Je vais donc vous parler de l'antimaçonnisme de façon assez synthétique parce qu'il y aurait de quoi en parler pendant plusieurs heures. Et en fait, les attaques contre la franc-maçonnerie débutent vraiment avec la maçonnerie. Les premières attaques sont bien antérieures à la bulle In Eminenti, puisque dès 1652, c'est-à-dire 60 ans avant la création de la première grande loge d'Angleterre, à la suite de l'initiation d'un pasteur, un tract anonyme va circuler à Londres où on va dénoncer la franc-maçonnerie comme une association destinée à faire venir l'antéchrist, carrément. En fait, les premières attaques contre la franc-maçonnerie vont avoir lieu sous forme de divulgation. De quoi s'agit-il ? Eh bien, certains auteurs vont effectivement divulguer les rituels maçonniques. La première divulgation date de 1730. L'auteur en est Samuel Pritchard. Ça s'appelle Maçonnerie Dissected. Et en fait, cette divulgation, il va y avoir en fait des rituels qui vont être publiés, ce qui sera d'ailleurs très utile aux vénérables de loge qui à l'époque ne possédaient pas de rituels écrits et qui du coup vont s'en servir pour eux-mêmes. Il n'empêche que Samuel Pritchard, à la fin de cette divulgation, va conclure de tous les abus qui sont apparus chez les hommes, aucun n'est aussi ridicule que le mystère de la franc-maçonnerie. Les divulgations vont se développer également dans d'autres pays. En France, par exemple, la première divulgation date de 1737, c'est-à-dire une année avant la première condamnation pontificale. Et à cette époque-là, on vous a parlé déjà du règne de Louis XV, et son principal ministre, enfin, on dirait aujourd'hui son premier ministre, le cardinal Fleury, est inquiet du développement des loges, qui déjà en France commence à se manifester. Il va donc demander au lieutenant de police Hérault de lui donner les noms des seigneurs et des proches du roi Louis XV, parce qu'il craint que cela ne vienne gêner l'exercice du pouvoir. Alors en réalité, il n'y aura pas grand-chose qui se passera. Simplement, on peut dire que le fait que un rituel d'initiation a été publié avec les agapes qui suivent
Et on se rend compte que ça a fait surtout une publicité positive pour les loges, et il n'y a pas eu finalement grand-chose qui ait suivi cette condamnation d'Hérault. Alors, de nombreuses divulgations vont suivre. Je ne vais pas toutes vous les donner, ce serait un petit peu ennuyeux. 45, 46, 47, enfin, plusieurs dénonciations, notamment de membres de l'Église, l'abbé Perrault, l'abbé Larudan, par exemple. Alors, au XVIIIe et au XIXe siècle, les attaques les plus sérieuses viennent effectivement de l'Église catholique. Donc la première attaque, alors d'abord ça pourrait surprendre parce que à l'époque il y avait énormément d'ecclésiastiques qui étaient membres des loges. Il y avait même des loges dans les monastères. Donc a priori ça pouvait intéresser un certain nombre d'ecclésiastiques. Il n'empêche, la première donc vraiment condamnation vient du pape Clément XII dans cette fameuse bulle In Eminenti qui condamne les maçons tout simplement à l'excommunication, ce qui était quand même un peu l'arme absolue à l'époque. La condamnation est reprise par le pape Benoît XIV en 1751 dans la bulle Providas. Et là, disons que non seulement l'excommunication est maintenue dans la deuxième bulle, mais en plus, le pape ajoute des griefs politiques aux griefs religieux en disant que les francs-maçons non seulement menacent l'autel, mais menacent aussi le trône. Donc vraiment, là, c'est... Bon, franchement, il serait très fastidieux de recenser l'ensemble des condamnations pontificales. Depuis le XIIIe siècle, on estime que 13 papes les ont réitérées, entre 1738 et nos jours, sous forme de bulles, d'encycliques, de lettres, de proclamations diverses. Et on compte des centaines de condamnations qui émanent soit du Saint-Siège, soit d'éminents ecclésiastiques, par exemple par le cadre de la Congrégation de la foi. Et ceci depuis 275 ans. Alors, la maçonnerie est tour à tour qualifiée de peste, de secte abominable, de secte de perdition, d'association criminelle, voire de synagogue de Satan. Nous reviendrons sur ce terme tout à l'heure. Entre 1885 et 1897, donc fin 19e, l'affaire Léotaxis est significative de la crispation de l'Église à l'encontre des francs-maçons. Léotaxis, qui est un véritable, de son vrai nom Gabriel Léogand Pagès, qui est un véritable mystificateur de génie, a été reçu franc-maçon pendant quelques mois. Il a été radié assez rapidement. Et pendant la première partie de sa carrière, on va dire entre guillemets, il va multiplier les attaques contre l'Église et les publications anticléricales. Et puis un jour, il déclare qu'il a été touché par la foi. La foi est descendue sur sa tête d'un coup, et puis il va faire amende honorable. Et donc, tout ceci, évidemment, il continue à jouer. Il continue à jouer. Et il va donc développer la thèse du palladisme. Alors, le palladisme, c'est-à-dire le fait... Enfin bon, je vous passe les détails, c'est dommage parce que c'est une histoire absolument croustillante. Donc il va mettre en place toute une histoire disant que, voulant prouver le caractère satanique de la franc-maçonnerie. Alors plus tard, il dira, on lui demandera pourquoi il a fait ça quand il va révéler qu'il racontait des histoires. Il va dire, eh bien, parce que c'était agréable aux catholiques qui voient en Messire Lucifer le suprême grand maître des francs-maçons. Alors seulement, aussi énorme que puisse être ce canular, ça marche. Ça marche puisqu'il est soutenu par d'éminents ecclésiastiques comme Léon Murin. Mieux que ça, Léotaxis est reçu en audience privée par le pape qui l'encourage à continuer dans cette voie. Ça marche jusqu'au jour où, dans un show à grand spectacle, on va dire, Léotaxis va révéler qu'il a inventé toutes ces histoires-là, ou alors on voyait le diable descendre pendant une initiation. Enfin bon, c'était un truc absolument extraordinaire. Et donc, évidemment, pour que l'Église ait soutenu cette énormité, il fallait vraiment que les crispations soient importantes. Alors aujourd'hui, le ton est beaucoup moins virulent de la part de l'Église catholique. Les catholiques francs-maçons n'encourent plus l'excommunication, mais se mettent en état, je cite, de péché grave et doivent s'abstenir de la communion. C'est une déclaration du cardinal Ratzinger
dans le cadre de la Congrégation de la foi en 1983. La franc-maçonnerie est donc toujours jugée incompatible avec l'Église catholique. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons doctrinales. La franc-maçonnerie, disons que la franc-maçonnerie accepte des hommes venant de toutes les religions, ce qui sous-entend que toutes les religions ont la même valeur. Et ça, c'est inacceptable à l'époque pour l'Église catholique. On a appelé ça le tolérantisme. On ne peut pas accepter que on décide que les juifs, les protestants, les catholiques soient à égalité. La deuxième raison, disons, on va dire doctrinale, c'est que la franc-maçonnerie se dit universelle. Or, vous n'ignorez pas que le mot catholique, étymologiquement, veut dire universel. Ça faisait partie d'une concurrence un petit peu inacceptable aussi pour l'Église. Les troisième raison, les maçons prononcent un serment de secret qui ne peut être que suspect, parce que, dit Clément XII, s'ils ne faisaient pas le mal, ils ne haïraient pas ainsi la lumière. Enfin, la quatrième raison qui explique cet acharnement de l'Église, on va dire dès le départ, c'est une raison plus politique. En 1738, il faut savoir que les États du pape représentent à peu près le tiers de l'Italie. Et une partie de cet État du pape est revendiquée par le gouvernement de Florence, dans lequel se trouvent beaucoup de francs-maçons. Clément XII, d'ailleurs on ne sait même pas si lui, il n'était pas un petit peu gâteux à l'époque, enfin bon, c'est pas son entourage qui a vraiment mis ça en place, mais on ne connaît rien à la maçonnerie. L'Église ne connaît rien à la maçonnerie en 1738, et disons que la condamnation de la maçonnerie est une façon de discréditer le gouvernement de Florence, où il y a beaucoup de frères, et pour bien dire que finalement cette revendication est inacceptable de la part des États de l'Église est inacceptable. Alors, je passerai l'antimaçonnisme protestant parce que sinon je vais dépasser largement, donc je laisse tomber. En fait, bon, bref. On partira tout à l'heure de l'antimaçonnisme du monde musulman, mais j'en parlerai un tout petit peu en conclusion parce que c'est, disons, plus actuel. Alors, on a vu que l'antimaçonnisme religieux et politique sont donc, dès le départ, extrêmement imbriqués. Disons que l'antimaçonnisme politique développe surtout l'aspect du complot maçonnique. Complot qui menace de détruire les gouvernements légitimes, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, les gouvernements monarchiques. Alors, bien sûr, on va s'en tenir à ce qui s'est passé en France, parce que sinon, voilà. Et disons que nous allons commencer par voir un petit peu le mythe du rôle de la Révolution française, du rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française. C'est en 1791 que l'abbé Lefranc publie Le voile levé pour les curieux, où les francs-maçons sont déjà désignés comme étant les acteurs principaux de la Révolution française. Mais c'est surtout l'ouvrage d'Augustin Baruel, publié en 1797, qui s'appelle « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme ». C'est surtout cet ouvrage qui va désigner les francs-maçons et les illuminés de Bavière, on ne peut pas en parler, comme étant les acteurs principaux de la Révolution. Et une idée nouvelle va naître, l'idée que finalement, le franc-maçon de base ne sait rien du projet essentiel de la maçonnerie, qui est de détruire la religion, de détruire l'ordre, la monarchie, etc. Et que ce sont que les hauts gradés, ce que Léo Taxi appellera plus tard les arrière-loges, qui sont au courant de tout cela, et qu'au fond, le franc-maçon de base est un pion, simplement, que l'on manipule et qui ne se rend pas compte qu'il est manipulé. Thèse à peu près identique à celle de l'Écossais John Robison, d'ailleurs. Donc par la suite, je vais boire parce que je vais m'étouffer. Par la suite, il y aura énormément d'ouvrages. Par la suite, il y aura énormément d'ouvrages qui vont reprendre approximativement les thèses de Baruel et qui vont accuser la franc-maçonnerie d'être à l'origine pratiquement de tous les mouvements subversifs qui ont eu lieu en Europe en 1830, 1848, etc.
Alors, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est avec la consolidation de la Troisième République, dans les années 80, que la maçonnerie revient en force dans l'espace politique et social. À ce moment-là, on a vraiment, en France, deux forces très opposées l'une à l'autre. D'une part, la droite, catholique, nationaliste, militariste, ce qui est soutenu donc fortement par l'Église catholique, et d'autre part, la gauche, où se rassemble une franc-maçonnerie qui est alors en plein essor et qui défend un courant fortement laïque et républicain. Du coup, l'affrontement va devenir inévitable entre francs-maçons et catholiques. La droite catholique ne manque pas d'arguments pour dire que la franc-maçonnerie veut la mort des gouvernements légitimes et de la religion. Je ne citerai qu'un exemple, c'est la suppression en 1877 de l'obligation de la croyance au grand architecte de l'univers, enfin de la mention du grand architecte de l'univers. Donc l'Église catholique dit, vous voyez bien, ces gens-là sont des mécréants, etc. Mais c'est dans le dernier quart du XIXe siècle que va se développer un nouveau thème de l'antimaçonnisme, la collusion entre juifs et francs-maçons. L'idée est simple. Les juifs se sont emparés de la direction des loges et cette idée qui a été initiée par deux auteurs allemands va être reprise en France par Goujnot de Mousseau, Chabouty et surtout Édouard Drummond dans son ouvrage en 1886, La France juive. Il faut vraiment que je vous en cite un tout petit extrait. « Personne ne peut nier, écrit Drummond, que la direction des loges ne soit passée depuis longtemps déjà entre les mains des Juifs. Les Juifs et les francs-maçons qui nous gouvernent ont, avec une habileté infernale, cherché à détruire dans les âmes ces sentiments de foi, ces généreuses pensées, cet idéal qui seul rend une nation invincible. Ils nous ont expropriés à la fois du ciel et de la terre. » Je crois que tout est dit. Et c'est dans cette mouvance que sera publié... Alors il faut savoir quand même que La France juive de Drummond, puisque c'est le titre de son ouvrage, a été réédité. C'est un véritable best-seller. Hein. Il a été réédité à plus d'une centaine d'exemplaires. Hein. C'est dans cette mouvance donc qu'est publié l'ouvrage de Léon Meurin qui s'appelle La synagogue de Satan. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, le terme de synagogue n'est pas anodin. Mais la collusion entre juifs et francs-maçons est également affirmée dans un texte qui aura de très grandes conséquences, qui s'appelle Les Protocoles des sages de Sion. Cet ouvrage a été écrit, on le sait aujourd'hui de façon certaine, par un émigré russe, Mathieu Golovinsky, mais l'auteur a voulu faire croire qu'il s'agissait d'un ouvrage composé par un conseil de sages juifs, dont le but était de dominer le monde et d'anéantir la chrétienté. Ce texte, les protocoles des sages de Sion, qui a été édité en 1903, est en fait un plagiat grossier d'un pamphlet qui avait été publié quelques années auparavant par Maurice Joly, un pamphlet contre Napoléon III. Mais c'est un plagiat mot à mot, pratiquement. Hein. Il n'empêche, il a eu un succès considérable. Quand je dis il a eu, je dirais qu'il a encore, dans certains pays, un succès considérable pour affirmer donc la collusion des juifs et des francs-maçons pour détruire la civilisation par la ruse, etc. Alors, quel rapport avec la maçonnerie ? Eh bien, il est dit qu'en fait, ce texte des protocoles a été trouvé, a été volé à un dignitaire de la franc-maçonnerie, après, je cite, l'une des réunions secrètes des initiés en France, ce nid de la conspiration maçonnique. Bien, alors on sait dans quelles tragiques circonstances ce thème va être utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je saute, hein, voilà. Contre toute exigence rationaliste, la vérité donc, dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire collusion entre juifs et francs-maçons, va être très fortement réaffirmée. Et tous les maçons, donc la franc-maçonnerie est entre les mains des juifs, tous les maçons ne sont pas conscients de cette emprise, mais comme disait Pétain en parlant des juifs et des francs-maçons, un juif n'est jamais responsable de son origine, un franc-maçon l'est toujours de ses choix.
Et il rajoute, la franc-maçonnerie est responsable de tous nos malheurs. C'est elle qui a menti aux Français et leur a donné l'habitude du mensonge, etc., etc. Alors, vous le savez, à peine investi du pouvoir, le gouvernement de Vichy va mettre en place un véritable arsenal contre les francs-maçons. Je vous passerai pas mal de détails, vu le temps, mais il faut citer tout de même le fait que la création du service des sociétés secrètes et également la création des documents maçonniques. Les documents maçonniques, c'est en fait une revue qui paraîtra entre 1941 et 1944, 33 numéros, j'ai trouvé que c'était rigolo, il y a eu 33 numéros, dont pas moins de 29 articles consacrés justement à cette fameuse collusion judéo-maçonnique. C'est là qu'on trouve les signataires des ténors de l'antimaçonnisme. Alors je citerai bien sûr de Boitel, Bernard Fay, bien sûr, qui est le responsable, lui, de tout cela, de Boitel, Henri Coston, Plancard d'Assas et Marquès Rivière, qui était d'ailleurs un ancien franc-maçon, il faut le dire. Bon, donc vous avez tous entendu parler évidemment de l'exposition qui a eu lieu au Petit Palais en 1940, du film Forces occultes, dont je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Nous l'avons passé dans le cadre de l'ITEM. Très bien. Alors en fait, la franc-maçonnerie a été interdite par toutes les dictatures, sans exception. L'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, l'Espagne sous Franco, le Portugal sous Salazar, etc., etc. Ce qui est quand même assez réconfortant, finalement, pour les maçons, je trouve. Enfin bon. Mais moins connue est l'hostilité du communisme à l'égard de la franc-maçonnerie. En 1920, va être créée la Troisième Internationale, avec ces fameuses 21 conditions pour y adhérer, par Lénine et Trotsky. On ne parle pas des maçons. On en parle en 1922. Je vous la fais courte. La franc-maçonnerie, on déclare qu'il est impossible d'être à la fois franc-maçon et communiste. Voilà. En 1925, Trotsky écrit « La maçonnerie est aussi réactionnaire que l'Église catholique et en tant que telle doit être détruite. C'est une plaie sur le corps du communisme français qu'il faut brûler au fer rouge. » Et il faut savoir que le PCF, le Parti communiste français, ne retirera cette excommunication, on va dire, qu'en 1945, après la guerre. La franc-maçonnerie a évidemment été interdite en URSS pendant toute l'existence de l'URSS et idem dans tous les pays communistes. Alors, la franc-maçonnerie, je vais pratiquement conclure, voilà, la franc-maçonnerie actuellement est interdite encore dans la plupart des pays musulmans. Pas dans tous, mais dans la plupart. L'Institut de droit islamique de la Mecque a émis en 1978 une fatwa déclarant que la franc-maçonnerie, je cite, est un danger pour les musulmans. Elle est accusée de collusion avec les sionistes, c'est politiquement correct quand même pour parler des juifs, et le protocole des sages de Sion est très largement diffusé dans nombre de pays arabes comme étant vraiment une vérité, quoi. Hein. Alors que, je veux dire, on sait depuis 100 ans bon. Je vous donnerai simplement ce qu'écrit Adan Oktar. Adan Oktar, qui est un créationniste et négationniste, qui est turc, et qui écrivait très récemment « La maçonnerie est un système fondé sur les préceptes du maudit Satan. Les sionistes athées les soutiennent. La franc-maçonnerie ne tue pas directement elle-même les gens. Elle a ses propres meurtriers. Elle embauche ses propres assassins, les gens qui ne font que cela. » Mais en fait, il n'est pas nécessaire de s'expatrier pour trouver l'actualité de l'antimaçonnisme. Il suffit d'ouvrir son ordinateur. Des dizaines de sites antimaçonniques et antisémites, souvent ce sont les deux en même temps d'ailleurs, pullulent, qui sont alimentés essentiellement par les groupuscules d'extrême droite, par les fondamentalistes chrétiens ou musulmans. Et finalement, la franc-maçonnerie, je conclurai là-dessus, on a tout reproché à la franc-maçonnerie, tout et son contraire. Pêle-mêle, la République, la démocratie, le suffrage universel, les Lumières, les droits de l'homme,
le paganisme, le satanisme, le rationalisme, le judaïsme, la révolution, la contre-révolution, le capitalisme. On a le choix. Les francs-maçons ont même été déclarés coupables d'être à l'origine des attentats du 11 septembre. Il y a un site où on a trouvé ça. Donc vous voyez, je crois que l'antimaçonnisme a encore de beaux jours devant lui, espérons que la franc-maçonnerie aussi. Merci Colette. Alors, avant que la parole circule, pour assurer Colette, cet après-midi, il y a une table ronde que va d'ailleurs diriger André Combe, sur la franc-maçonnerie dans le bassin méditerranéen, et nous allons reparler de cet antimaçonnisme lié à une certaine conception de l'islam, en particulier à fatwa de 1978. Nous en reparlerons cet après-midi. Nous avons quelques minutes devant nous, donc la parole peut circuler. Vous pouvez demander la parole. On va vous apporter un micro. Allez-y, là, ici, dans l'allée. Claude, tu peux intervenir. Oui, bonjour. J'ai une question pour M. Lamoine. Effectivement, sous la pression de Jacques Bénat, vous êtes allé un peu vite dans vos conclusions, notamment sur un événement qui, me semble-t-il, est quand même fondamental pour nous aujourd'hui. C'est la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre, où, effectivement, pour la fusion des anciens et des modernes, cette fusion s'est faite, on va dire, sous la domination quand même du rituel et de la présence des anciens par rapport aux modernes, dans la guerre qui les a un petit peu opposés pendant 60 ans. À tel point qu'ils ont même modifié les constitutions d'Anderson, qui, dans un premier temps, instaurait quand même une certaine liberté de pensée, pour imposer l'obligation de croire en Dieu. Et c'est depuis ce moment-là que, lors de la création notamment du Grand Orient de France, il y a eu les exclusions des francs-maçons du Grand Orient de France par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Alors ma question c'est, est-ce que les historiens aujourd'hui ont des documents et savent comment s'est faite cette transition là en 60 ans de la prédominance au départ des anciens qui a glissé petit à petit vers la prédominance au départ des modernes et qui a glissé petit à petit vers la prédominance des anciens. Est-ce qu'on sait sous quelles influences ça s'est fait, pourquoi, comment et pourquoi ce glissement il y a en à peine 60 ans? Merci. Merci. Question difficile, merci. Je pense que ça n'est que mon opinion personnelle, hein. Je pense qu'il y a d'abord un coefficient numérique, parce qu'il a été un moment où les loges des anciens ont été au moins aussi nombreuses que les loges des modernes. D'autre part, entre en ligne de compte le problème de l'Arche royale. L'Arche royale n'était pas acceptée au départ par les modernes et était au contraire favorisée chez les anciens. Et puis, ils ont fini par se rendre compte que la Grande Loge des modernes critiquait l'Arche royale, mais ses dirigeants en faisaient partie. Donc, il y a eu des rapprochements de plus en plus fréquents à partir de la dernière décennie, en particulier sous la grande influence du comte de Moira, qui était le grand maître exécutif et qui a amené à cette fusion où il a bien fallu qu'ils se mettent d'accord sur le contenu définitif avec chacun sa partie moderne et ancienne. Merci Georges. Monsieur Pistre, vous avez la parole. Je voudrais simplement, si vous me le permettez, rappeler que vous êtes, vous avez la responsabilité de la publication d'une lettre des catholiques aux francs-maçons. Catholiques amis des maçons. Voilà. Et que je suis aussi l'auteur d'un livre qui est parmi ceux-là, qui s'appelle Catholiques et maçons,
sont-ils d'éternels adversaires? Point d'interrogation. Monsieur Piste, vous avez la parole. Merci à tous les propos qui ont été entendus et, je crois, bien reçus. Simplement, je voudrais remercier d'avoir montré les différents visages de la maçonnerie au cours des siècles, car il y a 3 siècles de maçonnerie. Alors, on ne comprend pas les églises chrétiennes si on oublie qu'elles ont une vingtaine de siècles derrière. Pour la maçonnerie, il faut aussi compter avec cette ancienneté. Une maçonnerie qui a été massivement monarchique et catholique sous l'Ancien Régime, qui a été ultra-bonapartiste avec Napoléon Ier, qui a été ardemment républicaine sous la Troisième République, et également ardemment anticléricale, voire anti-religieuse. Bon, tout ça, c'est nécessaire de bien connaître le passé. Mais je crois qu'il est aussi nécessaire aujourd'hui que la maçonnerie montre ces images, et en particulier le passé récent et l'actualité. Ne vous cachez pas trop derrière le prétendu secret ou la discrétion. Montrez ce que vous êtes aujourd'hui. Je crois que l'opinion l'attend. Que les historiens ne laissent pas aux journalistes le soin d'éclairer le passé récent et l'actualité. Merci d'avance. L'ITEM régional, l'IDERM national et chacune des obédiences fait du bon travail. Merci, mais poursuivez dans ce sens d'un éclairage passé récent et actuel davantage. Merci, Monsieur Piste. Merci. Juste une petite réflexion qui m'est venue tout à l'heure. Si l'affiliation de la franc-maçonnerie, du compagnonnage opératif et de la franc-maçonnerie est difficile à prouver, bon, on peut quand même dire que la franc-maçonnerie s'est fortement inspirée du compagnonnage, même s'il n'y a pas d'affiliation directe. D'autre part, je tiens à préciser que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la franc-maçonnerie n'est pas le seul organe ou la seule organisation initiatique dans le monde et en particulier en France, puisqu'en France, les compagnonnages opératifs sont encore extrêmement vivants, extrêmement riches. Il y a 3 grandes sociétés de compagnonnage opératif en France, dont 2 très importantes ici à Toulouse. Il y en a à Montauban, il y en a un peu partout. Et toute la richesse symbolique, éthique, morale et de comportement que l'on peut très facilement calquer entre un maçon et un compagnon, tout cela existe et est très vivant de nos jours. Voilà. Ensuite, peut-être... Une question, peut-être. Pardon ? Une question. Oui. Parce que compte tenu du temps, effectivement, voilà, on est obligé de raccourcir un petit peu, de condenser les interventions. C'est dommage. Mais bon, oui, c'est dommage. Je dirais suis aussi d'accord. que les compagnons opératifs ont fortement aussi participé à la commune et qu'ils étaient très largement aux côtés des francs-maçons. Non opérative. Georges, initiatique. Le micro. Attends, de répondre. 2 minutes. Pardon, il y a André qui voulait rajouter un petit mot. Oui, très rapidement. Disons que la rencontre réelle entre le compagnonnage et la maçonnerie date des années 1815-1848. À partir du moment où il y a eu une mutation du recrutement des loges, avec l'entrée massive dans certains cas de travailleurs manuels, et dont beaucoup d'entre eux étaient compagnons. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une influence du rituel maçonnique sur les rituels compagnoniques. Et en 1871, donc au moment de la Commune, c'est, on peut dire, la dernière étape parce que de ce rapprochement, puisque après, les 2 voies vont peu à peu diverger. Merci. Oui, ça sera rapide. Je comprends M. Pistre qui dit qu'on doit dire partout qu'on est franc-maçon. Je l'invite à venir d'un certain village reculé et dans le milieu rural. Et là, peut-être qu'on te brûlerait comme sorcier. J'ai dit l'aveu. Oui.
Y a-t-il encore une ou deux interventions et puis nous clôturerons cette table ronde? Qui demande la parole? Plus personne? Bon, eh bien écoutez, alors s'il n'y a plus d'intervention demandée, moi je voudrais à nouveau avec vous tous remercier nos trois intervenants qui illustrent bien l'esprit de l'Institut toulousain d'études maçonniques. Et cet Institut toulousain d'études maçonniques auquel j'appartiens a une vocation, a diverses vocations, et en particulier, il se veut interobédientiel. Eh bien, vous aviez à la tribune représenté deux frères du Grand Orient de France, dont je suis, et André, un membre, Colette, est membre du DH, et Georges est membre de la GLNF. Et tout au cours de ces 2 journées, vous verrez effectivement des prestations de frères et de sœurs venant de différentes obédiences. En tout cas, je voudrais avec vous tous les remercier. Je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau. Merci pour eux. André et moi, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi, justement pour parler de la franc-maçonnerie dans le bassin méditerranéen. Je crois que c'est à 16h30. Voilà, merci à vous tous.